Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui pour parler d'espoir de la Ligue nationale, Rick Springhetty. Salut Rick! Salut JB, ça va bien? Très, très bien. Cette semaine, on se parle parce que la saison 2025-2026 du dépistage des espoirs est entamée. Le premier événement, c'est le tournoi Hlinka Gretzky. Et là, c'est pas un événement, moi, que je suis. J'ai pas écouté de match. Fait que je vais te poser en partant des questions ben niaiseuses, mais je veux comprendre. Je veux que nos auditeurs, parce que j'ai pas l'impression que c'est le truc le plus suivi, mais ça reste que c'est important en termes de scouting. Fait que, en partant, dis-moi, Rick, c'est quoi le Hlinka Gretzky? C'est un tournoi qui a été créé, je pense, il y a peut-être un peu plus de 10 ans. Ça s'appelait juste le Hlinka avant. C'était basé en Europe. C'est une façon pour surtout les Européens de se faire connaître. C'est un tournoi pour des jeunes qui ont généralement moins que 17 ans. Okay. 17 ans et moins, en tout cas. Alors, cette année, il fallait que tu sois né en 2008. Alors, même si la saison de dépistage de la Ligue nationale, c'est de septembre 2007 à septembre 2008. Ce tournoi-là, c'est 2008-2009. That's it. Okay. Et je pense qu'il y a eu seulement un de 2009 cette année de mémoire, là, mais c'est vraiment un tournoi pour des plus jeunes joueurs. Et il y a quelques années, probablement avec, peut-être que je suis un peu, peut-être que c'est pas le cas, ben je pense que c'est un peu ça, peut-être avec l'implication de TSN et le côté nord-américain qui est rentré dedans, c'est devenu le tournoi Hlinka Gretzky. Bon, ça donne une certaine visibilité, hein, tu sais, mettre le nom Gretzky, c'est un peu ça. Et c'est un tournoi qui est officieusement le début, comme tu dis, de la saison de dépistage. Alors, tous les scouts sont là. C'est extrêmement difficile de faire ce travail-là lorsque tu es là, parce que littéralement, tu as 21 joueurs que tu dois essayer de surveiller là, des deux côtés de la glace, puis tu cours un peu comme un... Tu essaies de prendre des notes à n'en plus finir. Mais vraiment, c'est juste des notes de base. Là. C'est pas ton classement officiel qui va se faire en ce moment, mais tu essaies d'apprendre à connaître des joueurs, voir à qui tu veux surveiller. Puis aussi, pour te donner une idée de la progression au fur et à mesure que la saison avance. Et c'est un tournoi quand même important. Puis c'est un tournoi que, comme on dit, les dépisteurs sont... Si tu as vu les scènes sur la télévision là, en français puis en anglais, là, tu vas voir dans la foule, je pense qu'il y avait... La moitié de la foule, c'était des dépisteurs de la Ligue nationale. Là, puis il y était toujours 2-3 par équipe. Fallait vraiment s'organiser, de dire « OK, je surveille ça, puis surveille ça. » pour essayer de démêler tout ça. Là. Et comme d'habitude, c'est du bon hockey, puis c'est une bonne façon d'apprendre à connaître les joueurs qui vont être repêchés en 2026 et en 2027 aussi, parce que la plupart des équipes, ils ont peut-être le tiers ou la moitié des joueurs qui sont... Je dirais le tiers des joueurs qui sont pour le repêchage de 2027. OK. Parce que dans le fond, dans le repêchage de la Ligue nationale, tu as des 18 et un petit peu de 17 ans, mais oui. Dans le Hlinka Gretzky, c'est des 17 ans et moins. Fait que, oui, c'est exact ça. Okay. Alors, tu n'en as pas de 18 ans là-dedans du tout. Puis tu as même les 17 ans, c'est pas... Il y a des joueurs de 17 ans qui ne sont pas là parce que, comme Connor McKenna, il est né en novembre, je pense, ou en septembre. Alors, il ne pouvait pas être à ce tournoi-là parce que ça commence à 2008, le 1er janvier 2008 okay. Et après. En termes de niveau de compétition, tu dirais que ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un niveau qui est relevé? Est-ce qu'on a vraiment les meilleurs joueurs ou il manque du monde? C'est les meilleurs joueurs, au fait, nés après 2008. Là. Alors, oui, on va dire que comme Connor McKenna n'est pas là, juste parce que c'est pas l'âge. Qu'est-ce que je trouve d'intéressant, c'est que c'est le tournoi que l'équipe américaine n'emmène pas leurs joueurs du programme de développement américain à ce tournoi-là. Question que ça soit simple. Question que ça soit simple d'évaluer le monde.
Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la USHL qui n'ont pas la chance de se faire valoir aussi. Uh-huh. Alors, ça devient leur occasion pour eux autres de se faire valoir un tournoi international. Le programme de développement américain, ils sont tellement dans beaucoup de tournois, ils s'en vont souvent en Europe et ils jouent aussi dans la USHL que je pense qu'une des raisons qu'ils voulaient faire, c'est de donner une chance aux équipes de Des Moines et Youngstown et les autres équipes de la US Hockey League et des joueurs du high school américain et même des joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne de hockey, mais qui sont des Américains, d'aller dans ce tournoi-là. Alors, c'est différent. Puis la Suède, la Finlande, les autres équipes emmènent leurs meilleurs joueurs. Puis c'est souvent la façon qu'on apprend à les connaître ici pour la première fois là, à ce tournoi-là. Alors, le niveau est élevé. C'est du très bon hockey. C'est des très, très bons joueurs. Mais pour l'équipe américaine, tu dirais que c'est comme l'équipe B-ish? Pour la tranche d'âge? B qui a gagné l'or. Ben, c'est ça, là. Alors, c'est juste une équipe différente. C'est que c'est pas tout le monde qui veut aller dans le programme de développement américain. Là. C'est pas les meilleurs joueurs nécessairement qui sont. On a l'impression que c'est parce que c'est le programme de développement américain. Alors, on dit que c'est les meilleurs joueurs. Mm-hmm. Mais c'est des joueurs qui souhaitent avoir dans leur organisation. Mais il y a beaucoup de bons joueurs qui disent, mais moi, ça me convient pas, ce programme-là, pour X raisons. Là, je veux peut-être pas peut-être je veux aller jouer ailleurs qu'au Michigan. Peut-être que c'est un programme aussi qui est très basé sur le développement, mais pour certains joueurs, tu as le risque de tomber sur la quatrième ligne, puis c'est vraiment 4 trios qui roulent constamment, alors tu n'as pas la chance des fois de le faire valoir. Et depuis quelques années, l'équipe de développement américain, ils n'ont pas une tonne de succès, là, vraiment d'une manière. Beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans ce programme-là ont la chance de se faire valoir. Je dirais, quand je dis pas beaucoup de succès, c'est plutôt au repêchage, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans d'autres équipes de la USHL parce qu'ils ont plus de temps de glace, ils ont plus de chances de se faire valoir, mais ils sont repêchés plus haut que beaucoup de joueurs du programme américain. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que l'année de Caulfield, de Jack Hughes, tu sais qu'il y a eu, tu sais, la première ronde, c'était quasiment un joueur sur 2 qui venait de cette édition-là du programme américain. Est-ce que ça a augmenté trop haut les standards, puis qu'après ça, le retour à la normale nous semble pire encore que ce que c'est réellement? Ça pourrait être le cas, c'est un bon point. Mais je pense que c'est vraiment l'impression que ça donne de dire que c'est le programme américain, alors on dit que ça doit être les meilleurs des meilleurs, doivent tout être là. Puis des fois, on oublie que la progression d'un jeune joueur peut aller de beaucoup de manières. Tu sais, par exemple, juste pour le fun, Victor Mancini est un joueur qui s'apprête qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale l'année dernière. Il a été échangé aux Rangers, puis c'est le 6e, 7e défenseur, il est jeune. Je sais, c'est pour des raisons familiales, mais à 17 ans, lui est allé jouer en Suède. Il était aux États-Unis, puis il est allé jouer en Suède. Il a décidé que c'était là la place pour lui, pour maintes raisons, peut-être des raisons familiales, peut-être des raisons personnelles. Ça arrive. Alors, il y a des joueurs qui décident d'aller dans la Ligue canadienne de hockey. Il y en a qui veulent aller dans la USHL. Il y en a qui restent dans le secondaire américain. Ils ont toute leur façon de se développer. Alors, je pense que le rêve du programme de développement américain, je pense que les gens sont aperçus que c'est pas la meilleure option pour tout le monde, puis tu peux faire autre chose, puis tu peux avoir du succès. Alors, je pense que le programme va être obligé peut-être de se réinventer un peu, là, quand même, parce que on entend des échos d'insatisfaction des fois pour X raisons, puis je sais pas c'est quoi. Alors, il faudrait voir. Puis le succès, par exemple, de l'équipe de USA au Hlinka Gretzky va peut-être aussi faire réaliser à beaucoup de monde que c'est pas ce programme-là qui est fait pour tout le monde, parce que les joueurs qui ont joué pour l'équipe américaine ont été vraiment excellents. Ouais. Pour le programme américain, est-ce que c'est moi où j'ai déjà entendu que dans le fond, il y a toujours comme 2 QV en même temps? T'as les freshmen, qui est comme les jeunes, qu'eux autres, ils font juste s'entraîner ou presque. Ils jouent pratiquement pas. Puis t'as la deuxième, eux, c'est leur 2e année dans le programme, qu'eux, ils vont jouer contre les équipes universitaires, tu sais, en étant plus jeunes. C'est moi qui se trompe? Non, c'est parce qu'ils ont une équipe de moins de 17 ans puis une équipe de moins de 18 ans. Alors, tu vas aller d'une équipe à l'autre. Okay. Alors, souvent, tu vas faire, mettons, que l'équipe au complet, souvent, va aller dans la même... S'ils jouent dans la USHL, ils vont peut-être aller dans la même... État, puis un va jouer vendredi contre l'équipe,
et l'autre va jouer samedi contre la même équipe, ils vont faire un switch. Souvent, ça va arriver. OK. Aussi, le programme des moins de 18 ans peut être dans des tournois comme le championnat mondial junior, le championnat des moins de 18 ans. Et l'équipe de 17 ans va prendre la relève puis jouer beaucoup de ces parties-là. Alors, puis des fois, il y a aussi des joueurs qui sont dans le programme de plus jeunes qui vont aller jouer avec les plus vieux parce qu'ils sont plus développés, où il y a des blessures. Alors, il peut y avoir un peu des joueurs qui vont être rappelés, là, si on peut dire. C'est un peu basé sur le programme européen comme en Suède, où est-ce que tu as Modo et HV21 et Rogel, que c'est des clubs. Alors, le joueur joue avec le club-là pour les moins de 18 ans, les moins de 20 ans et des fois même dans la ligue professionnelle de la Suède. C'est un peu l'idée d'aller à ça. OK. Dans le Linka Gretzky, la Russie n'était pas là. En termes de niveau global, est-ce que ça, c'est une grosse perte ou les Russes sont jamais ou n'étaient jamais vraiment performants à ce tournoi-là? Oh, je pense que c'est une grosse perte parce que là, depuis quelques années, je trouve que les joueurs russes sont très, très bons. Les meilleurs joueurs sont vraiment excellents. Je ne suis pas toujours d'accord avec le MHL, la façon qu'ils font la Ligue junior russe, ça s'appelle la MHL. Beaucoup trop de joueurs qui sont sur l'alignement de toutes les équipes. Alors, souvent, dans la Ligue junior russe, pour une partie, tu vas avoir 8 défenseurs qui vont être habillés. Je trouve que c'est trop, c'est pas une bonne idée. Et il y a beaucoup trop d'équipes aussi dans cette ligue-là. Ça fait que le niveau, des fois, est pas très, très bon, mais je dois avouer que le talent russe, depuis quelques années, est impressionnant. Il y a des très bons joueurs. Et si ça n'aurait pas été de la situation politique en ce moment, il y aurait eu une équipe là-bas qui aurait été très bonne. C'est dur à dire parce qu'ils ne jouent jamais contre d'autres équipes en ce moment, alors je ne peux pas vraiment les évaluer de ce côté-là. Mm-hmm. Mais il y a le talent, les meilleurs joueurs sont excellents. C'est peut-être la profondeur qui leur manque parce que les joueurs moyens jouent trop souvent contre des joueurs qui sont pas très bons à cause du nombre d'équipes et de joueurs. Et ça affecte leur développement. Alors, de ce côté-là, ça peut être un peu comme les US ont fait, où est-ce qu'ils ont été vraiment transportés par leurs meilleurs joueurs. Là. Ça pourrait être ça la différence pour eux autres. Dans le tournoi de cette année, sans regarder qui a gagné puis comment les matchs se sont joués, sur papier, pour toi, qui avait la meilleure équipe? Puis pourquoi? Sur papier, je pense que le Canada était la meilleure équipe. Je pense que le talent des meilleurs joueurs était une couche plus élevée. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont bien meilleurs qui l'ont démontré. Et je pense à Adam Valentini qui n'a pas connu un très, très gros tournoi, mais c'est un joueur très talentueux. Mais une des raisons pourquoi que le Canada a eu de la misère à gagner ce tournoi, je pense que qu'est-ce qui a déraillé l'équipe au complet, c'est la partie de la semi-finale, où le défenseur Carson Carls a été blessé. Et il n'a pas été en mesure de finir la rencontre. Mm-hmm. Et c'était la fin du tournoi pour lui. Le gros problème qui est arrivé à la suite de cette blessure, c'est que lui, c'était le seul défenseur gaucher dans l'alignement à cette game-là. Alors, tous les défenseurs étaient des droitiers. Fait que ce qu'on cherche éperdument dans la Ligue nationale, des défenseurs droitiers, je me souviens que tu as déjà dit sur un show, c'est comme les lanceurs gauchers au baseball. Tu peux avoir 47 ans, si tu as une balle rapide encore, tu vas trouver une job. Défenseur droitier, c'est ça dans la Ligue nationale. Puis là, tu me dis que l'équipe du Canada a échappé la balle au bon parce que son seul défenseur gaucher n'était plus disponible. Oui. Ça, c'est drôle. Exact. Il y avait 2 défenseurs gauchers dans l'alignement au complet. Wow. C'était Carson Carls et je me rappelle plus du nom de l'autre parce qu'il n'avait pas beaucoup joué. Puis là, c'était tous des droitiers. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à la suite de cette blessure, ils sont allés avec 4 défenseurs, tous droitiers. Et un super joueur comme Verhoff a eu beaucoup de difficultés du côté gauche parce qu'il n'est vraiment pas habitué. Ses sorties de zone étaient malhabiles. Il avait de la misère à bien suivre les joueurs. Ses angles n'étaient pas parfaits. Et à la suite de cette blessure-là, l'équipe n'a juste pas été capable de si bien jouer. Ils ont fait trop d'erreurs. Les USA qui ont été superbes ont très bien joué et ils ont gagné ce tournoi. Puis je leur donne crédit, là, je ne leur enlève pas ça. Mais cette blessure à Carson Carls a fait toute la différence, d'après moi, pour le Canada. Il manquait ce synchronisme
entre les défenseurs et les attaquants. Surtout, comme je dis, dans la zone défensive, les sorties de zone, c'était un peu malhabile, des erreurs de jugement. Je pense que j'ai compté comme 4 erreurs importantes que Veroff avait faites, puis c'est un super défenseur. Là. C'est vraiment là, probablement le deuxième meilleur espoir pour le prochain repêchage. Il est vraiment excellent, mais il était vraiment débalancé de jouer du mauvais bord. Et ça l'a vraiment causé. Puis il y a eu beaucoup de joueurs comme Ryan Lynn qui a joué peut-être un peu trop de minutes. C'est un petit défenseur. On pouvait voir qu'à jouer à 4 défenseurs, c'était difficile pour lui. Alors, ça a été vraiment le début des gros problèmes pour le Canada suite à la blessure de Carls. Puis malgré tout, en demi-finale contre les États-Unis, ils ont été capables d'amener ça en tir de barrage. Parle-moi de ce match-là, parce que c'est tout le temps on dit tout le temps, le Canada contre les États-Unis, c'est comme la finale avant le temps. Est-ce que c'était, dans le cas présent, la finale avant le temps? La finale, il y a eu il y a certains joueurs de l'équipe canadienne, je pense, qui auraient pu avoir un meilleur tournoi à l'attaque. Là. Et je pense Valentini, comme je dis, a eu des difficultés. Puis il manquait un peu, des fois, de joueurs de soutien qui étaient capables d'élever leur jeu pendant ce tournoi-là, pendant cette partie-là. Il leur manquait une touche de compteur. Puis, écoute, une petite touche, là, parce que ça s'est rendu en tir de barrage. Là, alors, c'était pas la fin du monde. Les États-Unis, l'équipe américaine a été vraiment fantastique dans le jeu de positionnement et dans la pression qu'ils mettaient sur l'adversaire. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les Canadiens à faire des jeux et on dirait toujours qu'il n'y avait aucune option de sortie de zone pour l'équipe canadienne. Et lorsque les Américains avaient la rondelle, une chose qu'ils faisaient que j'ai trouvé épatant, puis ça m'a vraiment, vraiment très, très bien impressionné, c'est que leur jeu de positionnement, il y avait toujours une option de passe pour le porteur du disque. Et ils ont fait ça d'une manière fabuleuse. Alors, il y avait toujours des options pour compter. Ça mettait encore plus de pression sur la défensive canadienne qui était déjà un peu désorganisée suite à la blessure de Carls, comme je t'avais dit. Alors, ça a été vraiment une question de l'équipe canadienne qui était un peu débalancée, puis une équipe américaine qui était vraiment on point pour tout faire ce qu'il devait faire parfaitement. Alors, c'était toute une partie, mais malheureusement pas pour le Canada. C'est des choses qui arrivent. Oui. Ensuite, en finale, les États-Unis qui ont affronté la Suède, ça s'est terminé 5-3. Parle-moi de ce match-là pour la médaille d'or. Une chose que j'ai vraiment trouvé désolante dans cette partie-là, puis je déteste faire ça, j'essaie de ne pas le faire, mais je vais le faire. L'arbitrage a été difficile un peu pour cette partie-là. C'était très inconstant dans la mesure que tu accrochais un peu quelqu'un, il tombait pénalité. Tu accrochais à 2 mains quelqu'un, pas de pénalité. Une pénalité, des pénalités pour avoir donné des mises en échec un peu trop fort au goût de l'arbitre, puis ça le rendait inconfortable. Ça l'a pas aidé beaucoup. Mais en fin de compte, encore là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'équipe américaine a vraiment été très structurée, organisée. On dirait que tous les joueurs étaient sur la même page quand ils étaient sur la glace. Et cette profondeur-là, où est-ce que même les trios qui voyaient un peu moins de temps de glace, ont été un peu meilleurs que ceux de la Suède. Et ça a été peut-être pour moi ça la différence, parce que la Suède avait une très bonne équipe. Mais encore là, il n'y avait pas beaucoup d'attaques qui généraient sur la 3e et 4e ligne. Pour les États-Unis, c'était pas autant l'attaque qui générait, mais c'était l'échec avant qui générait. Et ça causait encore là des difficultés pour l'équipe adverse parce qu'il y avait de la misère à sortir la rondelle de la zone où ils devaient prendre des pénalités. Puis il y a eu quelques pénalités où est-ce que les États-Unis ont pu capitaliser même en fatiguant l'équipe adverse. Mettre cette pression-là, les forcer à courailler, puis à la fin, il leur restait peut-être un peu moins de gaz. Alors encore une partie pas mal serrée. J'ai pas trop aimé l'arbitrage. Je pense que la Suède se sont fait un peu de malchance de ce côté-là, je devrais dire, mais encore là, je dois donner une tonne de crédit à l'équipe américaine. Le premier trio, surtout de Hector, Zelensky et Klepov, était fabuleux. Ils ont contrôlé le jeu. Chaque fois qu'ils étaient sur la glace, on dirait qu'il y avait comme 3 ou 4 chances de compter. Ça devenait clos pour l'équipe adverse. Alors, c'était vraiment ça la différence. Mais même si l'équipe de la Suède avait un très bon
premier trio. Là, Nordmark a été la vedette du tournoi à l'offensive, le meilleur compteur, puis il y avait comme des chances à compter en n'en plus finir. Peut-être un choix top 5 même pour le prochain repêchage à Stati, même si on sait que c'est un peu trop tôt pour se prononcer officiellement. Là. Oh, ouais, non, c'est clair. J'aime, tu sais, sur The Athletic, je sais pas si c'est Brandman ou Wheeler, mais tu sais, qui font le classement, puis way too soon, tu sais, classement des espoirs, tu fais comme, ben oui, tu sais, quand t'es au mois de juin de l'année d'avant, oui, c'est vraiment trop tôt. Mais c'est ça, on clique pareil. Un peu public, là, ce que tu fais, tu sais, j'essaie de trouver un peu d'informations sur les joueurs, puis un Suédois qui, je pense que c'est Elton Hermansson, que j'avais trouvé bon, puis j'essayais de suivre un peu. Ah, son père a joué au hockey. Ah, c'est bon. Son frère a joué au hockey. Ah, c'est bon. Et là, je dis, son frère a été dans l'émission de Bachelor Suède. J'étais comme, ah, ben ça, c'est intéressant. Wow! OK. Bon, on prend l'info qu'on a, là, tu sais. Tu me parles beaucoup de Keaton Veroff. Tu m'en as même parlé la dernière fois qu'on a jasé ensemble comme étant quelqu'un qui pourrait chauffer pour le premier rang au repêchage. Mais il y a un autre défenseur chez le Canada qui fait énormément jaser. Lui, il ne sera pas disponible au prochain draft. Le repêchage 2026, ça va être en 2027. Il était un exceptionnel dans l'Ouest et à 15 ans, il jouait déjà avec Everett. Parle-moi de Lyndon Dupont. Comment est-ce qu'il a performé dans ce tournoi-là? Est-ce qu'il a été à la hauteur de la réputation? Ah oui, il a été super. Là. Et son jeu de pied, sa capacité de trouver des ouvertures, première passe excellente. Il a un sens de hockey vraiment prononcé. Il a un bon sens de quand attaquer, quand reculer, quand pas prendre de chance. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre beaucoup plus de lui là, que ce qu'il a donné. Il faut comprendre qu'il est vraiment plus jeune. Alors, c'est sûr que physiquement, il n'est pas aussi développé. Alors, des fois, il y avait des joueurs de la Finlande qui étaient 6 pieds 3 déjà. Là. Alors, il fallait un peu s'attendre à ce côté-là plus bas. C'était des fois un peu difficile, mais même à ça, ça se voyait pas parce qu'il est tellement rapide à prendre la rondelle, faire son pivot, puis déjà, il sort très rapidement. Il a vraiment impressionné de tout bord. J'ai pas vraiment de défaut à lui trouver dans ce tournoi. Peut-être le fait qu'il n'a pas été aussi dynamique offensivement qu'on aurait espéré. Mais je pense que ça vient aussi des attaquants, des fois, qui n'ont pas été aussi offensivement dynamiques qu'on aurait espéré. Lui, il a quand même bien bougé la rondelle. À son âge, je ne pouvais pas m'attendre à beaucoup plus de sa part que ça. Il a été très bon. Puis je pense aussi qu'il y a eu peut-être le message ou peut-être la volonté de faire un peu plus attention à sa défensive. Il ne voulait pas vraiment prendre de chance. Il y a peut-être des défenseurs qui ont été plus électrisants offensivement que lui dans le tournoi, mais je ne peux pas dire qu'ils ont été aussi bons défensivement que lui. Dans les joueurs plus méconnus, y en a-tu un qui t'a sauté dans la face, que les yeux allaient instinctivement vers lui parce qu'il a attiré ton attention, mais qui n'est pas connu, quelqu'un qui a sorti du lot? Mais moi, je pense qu'un des meilleurs compteurs du tournoi, puis je pense qu'il a ouvert des yeux à beaucoup de monde, c'est l'ailier Blake Zelensky. Il joue avec Des Moines dans le USHL. Tu regardes son profil, puis tu te dis, ben OK, il n'est pas très, très gros, il n'est pas super rapide, il n'est pas super fort, mais il met tout ça ensemble d'une manière tellement efficace, puis il a été très décisif dans sa prise de décision, très peu d'hésitation. Quand il recevait la rondelle, c'est un gars qui fait beaucoup de petites passes rapides. Alors, c'est pas un super créatif, là. C'est pas le gars qui va faire des passes d'un bout à l'autre. Mais dès qu'il a la rondelle, il la bouge en autre fois, il continue à bouger ses pieds et il prend avantage de ses chances proches du filet adverse. Blake Zelensky a été excellent, puis il y a un petit côté, des fois, c'est pas baveux, mais un peu fonceur, où est-ce qu'il rentrait un peu dans le tas. Il dérangeait des fois un peu l'adversaire. Il se faisait pas piler ses pieds, il répondait. Il a été bon des deux côtés de la glace. Alors, pour beaucoup de gens, je pense que Blake Zelensky est vraiment une des trouvailles du tournoi. Et peut-être aussi, je dirais, pour l'équipe canadienne, pour l'équipe américaine aussi, je dirais Will McLaughlin est un défenseur que je ne connaissais pas beaucoup parce qu'il a joué surtout dans un programme de développement américain, mais pas le programme de développement américain, mais un tournoi. Et il a pris beaucoup de bonnes décisions, puis surtout, il a très bien bougé la rondelle à la ligne bleue adverse, sans être un Markov.
il recevait la rondelle, puis il la bougeait rapidement, forçait les joueurs adverses un peu à courir après lui. Il va jouer à Portland cette année, ça va être une bonne chose pour lui, il va jouer beaucoup de minutes. À part ça, les gardiens n'ont pas vraiment été à la hauteur. J'ai pas vu de gardiens qui ont été vraiment impressionnants dans ce tournoi, honnêtement. Mais il y a un gardien de la Finlande, William Gamals, qui a été très bon, extrêmement agressif. Il va pratiquement à la ligne bleue, pour défier le tireur. Des fois, je me dis, là, à la blague. Mais le problème avec lui, c'est que je ne le vois pas comme être un joueur repêché parce que c'est un gardien de 5 pieds 11, puis on oublie ça pratiquement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça n'arrive pas. Peut-être même qu'il est 5 pieds 10 en ce moment. Là. Alors, c'est pas beaucoup de défenseurs de cette grandeur-là qui sont choisis. Aussi un autre nom, Oliver Suvanto de la Finlande. Pas un super patineur, mais il est gros, il est 6 pieds 2, il est 210 livres. Il est né en août 2008, alors il va être à peine éligible pour le repêchage, puis il est déjà 6 pieds 2, il est déjà 205 livres. Son coup de patin doit s'améliorer, alors c'est peut-être une affaire avec sa grandeur, puis essayer d'apprivoiser son corps. Mais il a des très, très bonnes mains. Et même si des fois, peut-être par frustration, son côté défensif, il y avait des relâchements ici et là. Lorsqu'il était impliqué défensivement, il était très bon. Il coupait beaucoup d'angles. Il était bon à pousser l'adversaire sur les côtés et les garder loin du gardien. Alors, c'est un joueur aussi qui m'a un peu tapé l'œil. Alors, c'est un joueur que je vais regarder aussi. OK. Puis, à l'inverse, des joueurs qui avaient des gros profils qu'on attendait et qui ont sous-performé. Il y en a-tu? Ben, tu sais, encore là, Adam Valentini, que je pense qu'il n'a pas vraiment créé d'offensive. Puis c'est un joueur qui est petit, qui est connu pour son offensive. Puis j'ai pas vu grand-chose. Je ne sais pas s'il était distrait. C'était un temps peut-être un peu difficile parce que justement, aujourd'hui, on a appris qu'après avoir eu une entente avec Kitchener pour se joindre à leur équipe pour la prochaine saison, il s'est décidé à une semaine du camp d'entraînement et il va retourner aux États-Unis. Ça a vraiment déçu l'équipe de Kitchener qui ont donné beaucoup pour l'avoir, puis ils avaient tout mis en œuvre pour l'accueillir, à lui donner un rôle important. En fin de compte, comme on dit, une semaine avant le camp, il décide de changer d'idée. Alors, il y avait peut-être des choses dans sa vie dont on n'est pas au courant, mais je m'aurais attendu un peu plus de lui. Keaton Verhoff n'a pas connu le meilleur tournoi, considérant tout ce qu'on s'attendait de lui, mais encore là, est-ce que le fait qu'il jouait de son mauvais côté l'a affecté? Probablement un peu, mais même avant la blessure, il y avait eu des ratés qu'on ne voit pas habituellement dans son cas. Je pense quand même qu'il a démontré assez de choses pour ne pas perdre d'importance pour le prochain repêchage. Je dis pas ça, mais on aurait quand même préféré un peu mieux de sa part, j'ai l'impression. Alors, c'est les deux gars, en termes d'attente et de résultats, que je pense que c'est les deux que j'aurais espéré peut-être un peu mieux. C'est fou parce que tout le long, on te dit plein de noms, puis là, on les connaît pas. Puis plus ça va avancer, plus ils vont revenir, puis maintenant, on va faire comme « Ah oui, on est prêt pour le draft, grâce à toi. » L'affaire aussi que je dirais aux gens, c'est pensez les gens qui suivent le repêchage, puis les espoirs, puis tout ça. Regardez votre classement de septembre, de janvier et de juin de l'année dernière. Les noms vont être très différents. Oui. Et il y a des noms en ce moment qui ne sont pas du tout bien proches de nos pensées qui vont exploser. Et il y a des noms là-dedans qu'on va dire, mon Dieu, on s'attendait à un choix de première ronde, puis en fin de compte, ça va être un choix de quatrième ronde, probablement, là, mais qui sait? Exact, qui sait? Ça fait le tour, moi, pour le Linka Gretzky. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais amener dans la discussion, Rick? Non, c'était pas mal mes impressions sur le tournoi. Comme d'habitude, c'est un tournoi intéressant à regarder. C'est juste une façon de faire une première connaissance avec ces jeunes-là. J'ai pris une tonne de notes, c'est épuisant, puis il y a des games que je vais regarder une deuxième fois pour regarder d'autres joueurs que je n'ai pas pu regarder la première fois parce que c'est trop dur à suivre, mais c'est le début de mon année de repêchage. T'es fou, t'es cinglé, Rick, ça n'a pas de sens. J'imagine que tu n'as pas regardé le premier match préparatoire de Alexander Zarovski en KHL, non? Non, je n'ai pas eu la chance, mais j'ai entendu dire qu'elle allait jouer au centre. Ouais, puis il y a eu une passe. Ce qui est intéressant. Ouais.
c'est intéressant parce que le Canadien se cherche justement un centre et que, ben, normalement, plus tu avances, plus tu te fais tasser du centre pour aller aux ailes. Puis là, lui, c'est l'inverse. Oui. À suivre. Puis, dernier sujet, ça a sorti aujourd'hui. Le Canadien a présenté les premières images de la deuxième saison de la série documentaire là, sur la reconstruction. Et dans les extraits qu'ils ont présentés, on voit Kent Hughes mentionner qu'il avait demandé l'opinion de Nick Suzuki avant de faire la transaction pour Patrick Laine. Voir s'il pensait que Suzuki, que Laine allait bien s'intégrer au groupe de joueurs. Puis ça me fait penser que lors de la dernière date limite des transactions, il avait aussi demandé à Suzuki qu'est-ce qu'on fait, puis que Suzuki avait dit donne-nous une chance, attends le plus longtemps possible pour on va être dans le portrait des séries. Je veux savoir, Rick, toi, ce que tu en penses de ça, de l'importance que Kent Hughes donne à l'opinion de son capitaine? Je pense que c'est extrêmement important d'avoir le feedback de ton capitaine. Il connaît ses joueurs, les vrais joueurs. Mm-hmm. Pas le directeur général que quand il se présente, les joueurs sont comportés d'une certaine manière. Là, mais il les parle, il est avec eux lorsque à bâton rompu, lorsque il se relaxe puis il se laisse aller un peu. Ouais. Il va connaître ça. Puis je pense qu'il reconnaît que Nick Suzuki est un jeune homme très intelligent, très posé, pas super émotif, qui ne va pas commencer à avoir un ego de penser trop loin. Alors, il connaît son capitaine. Puis le message aussi que tu donnes, c'est qu'aux joueurs qui sont en place, on a assez de confiance en vous, parce qu'il est le représentant des joueurs comme capitaine. On a assez de confiance en vous que si on pense acquérir quelqu'un, votre opinion nous importe. C'est un message important à laisser à l'équipe. Puis, on s'attend que Patrick Laine, mais il y a eu des problèmes personnels, puis on a entendu qu'il y avait des problèmes dans le vestiaire à Columbus, puis à Winnipeg avant. Quand tu entends ces histoires-là, tu dois te poser la question, mais c'est quoi qui est arrivé? Mon groupe est assez fort? Oui, puis tu sais, est-ce que mon groupe est assez fort parce qu'ils sont jeunes, là? Tu sais, ton corps, il est quand même jeune. Est-ce qu'il est assez fort pour ne pas se laisser influencer négativement si ça se passe mal? Absolument. Est-ce qu'ils sont capables de... Parce qu'on entendait dire qu'il n'y avait plus le goût de jouer au hockey, puis là, Laine disait cette semaine en entrevue en Finlande qu'il avait retrouvé à Montréal le goût de jouer au hockey, tu sais, qu'il y avait eu l'occasion de s'entraîner cet été comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Mais tu dis, en tant que corps, si ça se passe pas bien, est-ce qu'on est capable de faire fi d'eux puis que ça ne devienne pas un poids mort dans l'équipe puis qui va traîner le club vers le fond? Mais aussi, est-ce qu'on est capable d'être assez fort pour relever ce gars-là pour aller chercher le meilleur de lui? Fait que dans les deux orientations, les deux faces de cette même médaille-là, je pense que c'est effectivement important d'avoir du feedback de la part de ton capitaine. Puis, faut pas oublier que Kent Hughes, c'est un ancien agent de joueurs, dont Patrice Bergeron, qui était énormément respecté à Boston. Et je suis convaincu qu'il y a eu un nombre assez important de transactions puis de mouvements de personnel que la direction est allée voir Patrice pour avoir son opinion puis son feedback de qu'est-ce qui se passait dans la chambre. Fait que de voir qu'il reproduit ce modèle-là à Montréal avec un capitaine en qui il a confiance, moi, je trouve ça bien agréable de voir ça. Je trouve ça fabuleux. Puis, par ailleurs, j'ai l'impression qu'on va avoir tout un retour de Patrick Laine. Je suis vraiment confiant qu'il va connaître une très bonne saison. Le gros problème qu'il y avait l'année dernière, c'était juste de garder l'intensité, d'avoir l'énergie de jouer une partie complète ou même une présence sur la glace complète. Les 15-20 premières secondes étaient très bonnes, puis après ça, il y avait comme un gros relâchement. Puis pour moi, c'est tellement important de voir que ce gars-là qui voulait plus jouer au hockey, était déprimé, fatigué, écœuré. Mais là, il n'est pas obligé d'être sur la glace, là, puis il se porte volontaire pour y aller. Oui, il est dans les premiers embarqués. Puis, c'est ça. Son entraînement semble être optimal. Il fait des one-timers avec Lane Hudson. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il va s'amuser avec Lane Hudson cette année, là. Puis maintenant... dans que c'est joué à l'équipe, ça va être vraiment amusant pour lui parce qu'il va avoir des options pas un peu. Ah oui, c'est clair. Gros merci, Rick, de ta participation au podcast encore une fois cette semaine. Le podcast Les Glorieux qui est supposé, un moment donné, prendre une pause estivale, mais qui arrive jamais.
qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable d'arrêter. La semaine prochaine, nous aurons le descripteur des matchs à la radio des Lions de Trois-Rivières. Fait que ça arrête pas. On a tout le temps, on a eu des invités tout l'été. Nice. Fait que on a eu, c'est ça, bien du monde, bien le fun sur le show. Puis ça continue. Fait que je sais pas quand est-ce que l'été va embarquer pour vrai du côté des Glorieux. On continue, on a du fun. Puis on vous remercie tout le monde d'être là au rendez-vous. On voit notre place sur les classements là, des téléchargements des podcasts de hockey au Canada. C'est génial. Gros merci de votre écoute, de vos téléchargements, puis de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Donc, lâchez pas. Merci d'être à l'écoute. Merci Rick. C'était JB Gagné, ton animateur. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye!